Dans le silence glacial d'une nuit d'hiver, une femme épuisée avance, tenant contre elle l'enfant qu'elle tente de sauver. Derrière elle, les portes se sont refermées avec la violence d'un passé qui refuse de mourir. Devant elle, s'étend un chemin incertain où chaque souffle pourrait être le dernier. Mais lorsque les ombres semblent prêtes à les engloutir, une silhouette inattendue surgit, une porteuse d'un refuge ou d'un nouveau danger. Préparez-vous à découvrir une histoire où le destin se brise et se reconstruit sous le poids de secrets inavoués. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 abonnés. Votre soutien compte énormément. La neige tombait en flocons épais et voraces, comme une malédiction divine sur les ruelles étroites de Lyon. Émilie serrait sa petite fille contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre, tandis que le vent glacial fouettait son visage pâle et marqué par la peur. À 4 ans à peine, Lucie tremblait dans les bras de sa mère, ses boucles blondes collées par l'humidité, ses yeux immenses, emplis de terreur muette. « Maman, froid », murmurait-elle d'une voix chevrotante, mais Émilie n'avait pas le temps de répondre. Derrière elle, les ombres se profilaient, des silhouettes sombres, des cris étouffés par la tempête, la poursuite implacable d'un passé qui refusait de la lâcher. C'était une nuit d'hiver 1890, dans cette ville ouvrière aux lumières vacillantes des réverbères à gaz. Émilie, autrefois une jeune femme de la bourgeoisie lyonnaise, avait tout perdu en un instant. Son mari, un modeste employé des soieries, était mort subitement d'une fièvre, laissant derrière lui des dettes abyssales et un secret qui la condamnait à l'exil. La famille de son époux, des bourgeois aigris, l'avait chassée de leur maison familiale, accusant Émilie d'avoir dilapidé l'héritage. Mais la vérité était plus sombre. Un complot ourdi par son beau-frère, un homme ambitieux nommé Armand Duval, qui convoitait les terres familiales et voyait en elles un obstacle. « Tu n'es rien sans nous !» avait-il hurlé ce soir-là, alors qu'il la traînait dehors, Lucie arrachée à ses bras par une servante complice. Maintenant, elle fuyait à travers les quais du Rhône, engourdie par le froid qui s'infiltrait sous leurs manteaux usés. Émilie portait une robe de laine grise, typique des femmes de sa classe déchue, avec un châle élimé sur les épaules et des bottines boueuses qui s'enfonçaient dans la neige fraîche. Ses cheveux châtains, habituellement relevés en un chignon élégant, cascadaient en désordre, fouettés par le blizzard. À 30 ans, son visage aux traits fins, autrefois illuminé par un sourire confiant, n'était plus que lignes tendues et yeux rougis par les larmes gelées. Lucie, enveloppée dans une petite pelisse rose fanée, serrait son poupon de chiffon contre elle, unique réconfort dans cette nuit d'enfer. Les pas des poursuivants se rapprochaient. Émilie trébucha sur une pierre cachée sous la neige, étouffant un cri pour ne pas alerter les ombres. « Cours, mon ange, cours !» souffla-t-elle à Lucie, qui s'accrochait à son cou comme un koala terrifié. Le fleuve gelé longeait leur fuite, ses eaux noires et tumultueuses, un rappel sinistre de la mort qui rôdait. Pourquoi Armand les pourchassait-il ainsi? Émilie le savait, il avait falsifié des documents pour la faire passer pour une voleuse, une indésirable qui menaçait la réputation familiale. Si on la capturait, Lucie serait arrachée à elle, placée dans un orphelinat sordide, et Émilie jetée en prison pour dette, ou pire. Soudain, un craquement retentit derrière un buisson enneigé. Émilie se figea, le souffle court, une main gantée surgit de l'obscurité, mais ce n'était pas celle d'Armand. Une voix grave, autoritaire, trancha le vent. « Madame, montez, vite !» Devant elle se dressait une calèche luxueuse, attelée de 2 chevaux fumants, ses lanternes diffusant une lueur chaude contre la tourmente. L'homme qui en descendait était imposant, vêtu d'un manteau de fourrure sombre et d'un chapeau haut de forme, sa barbe grisonnante taillée avec soin. Henri Beaumont, le magnate veuf des industries textiles lyonnaises, la fixait d'un regard perçant, mélange de surprise et de compassion. À 50 ans, il était une figure légendaire de la Belle Époque, veuf depuis 5 ans, solitaire dans son manoir surplombant la ville.
Sans un mot de plus, il tendit les bras pour prendre Lucie, qui se blottit contre lui avec un sanglot. Émilie hésita une fraction de seconde. Était-ce un piège? Mais les cris des poursuivants se firent plus proches. Elle grimpa dans la calèche, Henri la suivant de près, claquant la porte juste à temps. Les chevaux s'élancèrent, projetant la neige en gerbes blanches, tandis que Lyon s'éloignait dans le tourbillon blanc. À l'intérieur, l'habitacle était un havre de velours et de coussins chauffés par des briques enveloppées. Lucie s'endormit presque aussitôt contre l'épaule de sa mère, épuisée. Henri ôta son chapeau, révélant des yeux bleus fatigués par les ans. « Qui vous traque ainsi, madame ?» demanda-t-il doucement, sa voix portant l'accent chaleureux du sud de la France. Émilie, les lèvres tremblantes, murmura « Mon beau-frère, il veut nous détruire !» Les mots sortirent en cascade, un torrent de désespoir. La mort de son mari, les dettes forgées, la petite Lucie en danger. Henri écouta en silence, son visage impassible masquant une tempête intérieure. Lui qui avait perdu sa femme dans un accident tragique et élevé seul sa fille adulte désormais mariée, reconnaissait la fragilité d'une mère. « Vous êtes en sécurité maintenant », dit-il enfin, comme une promesse gravée dans la nuit. La calèche filait vers son manoir, une forteresse de pierre aux tourelles gothiques où les feux crépitaient déjà dans les cheminées. Mais au fond d'Émilie, une peur nouvelle naissait. Pouvait-elle vraiment faire confiance à cet inconnu? Ce magnat dont la richesse et le pouvoir attiraient les ombres autant que la lumière. Cette nuit marquait le début d'une odyssée inattendue où l'amour naîtrait des cendres du désespoir et où les intrigues de la haute société lyonnaise testeraient les âmes jusqu'à l'extrême. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des chapitres suivants et commentez-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence. Environ 870 mots. La calèche s'arrêta enfin devant le manoir de Henri Beaumont, une silhouette imposante qui se dressait contre le ciel nocturne, ses tourelles gothiques enveloppées d'un manteau de neige fraîche. Les flocons dansaient encore autour des lanternes allumées, projetant des ombres tremblantes sur les marches de pierre polies. Émilie serra Lucie contre elle, le cœur battant, tandis que le cocher descendait pour ouvrir la porte. L'air était chargé d'une odeur de bois brûlé et de pin, un contraste saisissant avec la puanteur des quais gelés de Lyon. Henri Beaumont aida Émilie à sortir, son bras solide, soutenant son poids vacillant. « Venez, madame, vous êtes gelée jusqu'aux os. » Sa voix était calme, presque paternelle, mais ses yeux scrutaient les ténèbres derrière eux, comme s'ils s'attendaient à ce que les poursuivants surgissent des ombres. Lucie, encore somnolente, leva la tête et murmura « Où on va, maman ?» Émilie caressa ses boucles humides. « Dans un endroit sûr, ma chérie, un endroit chaud. » Ils franchirent le seuil massif, et une bouffée d'air tiède les enveloppa. Le hall d'entrée était un monde à part, sol de marbre veiné, tapisserie aux motifs floraux inspirés des soieries lyonnaises, et un lustre en cristal qui diffusait une lumière douce des bougies. Les domestiques en livrée noire et blanche, un majordome aux moustaches impeccables et 2 femmes de chambre aux tabliers amidonnés s'avancèrent avec une discrétion professionnelle. « Monsieur Beaumont, bienvenue de retour. Puis-je faire préparer des chambres ?» demanda le majordome d'une voix mesurée, sans un regard de trop vers les arrivantes. Henri hocha la tête. « Oui, Bertrand. Et un bain chaud pour ces dames, avec du lait chaud et des couvertures. Dépêchez-vous. » Il guida Émilie vers un salon adjacent, meublé de fauteuils en velours rouge et d'une cheminée où un feu ronflait joyeusement. Lucie, attirée par les flammes, s'approcha timidement, ses petites mains tendues vers la chaleur. Émilie s'assit, épuisée, ôtant son châle trempé. Sa robe grise, froissée et tachée de boue, jurait avec l'opulence du lieu. À 30 ans, elle se sentait comme une intruse dans ce décor de la haute bourgeoisie lyonnaise, où chaque objet, un vase Ming sur une console, un portrait ancestral au mur, criait la richesse accumulée sur des générations. Henri s'installa en face d'elle, acceptant un verre de cognac que Bertrand lui tendait.
Racontez-moi tout. Madame, sans omettre un détail, Lyon est une ville de secrets, mais les miens sont solides. Émilie hésita, les mots coincés dans sa gorge. Comment faire confiance à cet homme, un veuf puissant dont le nom circulait dans les salons comme synonyme de fortune et de mystère? Henri Beaumont avait bâti son empire sur les filatures de soie, employant des centaines d'ouvriers dans les ateliers bruyants de la Croix-Rousse. Veuf depuis 5 ans, après la mort tragique de sa femme Héloïse dans un accident de diligence, il vivait reclus, évitant les bals et les réceptions de la belle époque qui animaient Paris et Lyon. Sa fille aînée, Claire, mariée à un avocat parisien, le visitait rarement, laissant le manoir à sa solitude. Pourtant, quelque chose dans son regard, une tristesse voilée, une compassion forgée par la perte, la poussa à parler. « Je m'appelle Émilie Laurent. Mon mari, Pierre, est mort il y a 6 mois d'une fièvre pulmonaire. Il travaillait comme comptable dans une maison de soierie, pas loin d'ici. Nous vivions modestement dans un appartement près de la place Bellecour, avec Lucie. Mais après son décès, les dettes ont surgi de nulle part. Mon beau-frère, Armand Duval, gère les affaires familiales. Il a accusé Pierre d'avoir mal géré les fonds et moi d'avoir profité de l'héritage. C'est faux. J'ai vu des papiers falsifiés, des signatures contrefaites. Il veut les terres de la famille Duval, un vignoble en Beaujolais, et pour cela il me pourchasse comme une criminelle. Henri écouta, les doigts tambourinant sur la coudoir. Le feu crépitait, projetant des reflets d'encens sur son visage buriné. À 50 ans, il portait une redingote de laine fine, un gilet brodé et une cravate de soie noire, marque d'un homme qui respectait l'étiquette de son époque sans excès. Ses cheveux poivre et sel étaient coupés courts, sa barbe taillée en pointe. Armand Duval, je le connais de nom, un ambitieux toujours en train de spéculer sur les marchés de la soie. La famille Duval est ancienne, mais leur réputation sent le soufre depuis la Commune. Pourquoi vous traquez ainsi ce soir? Émilie baissa les yeux, revoyant les scènes de son quotidien brisé. Avant la mort de Pierre, leur vie était simple, rythmée par les cloches de l'église Saint-Jean et les marchés animés de la rue de la République. Elle cousait des robes pour des dames de la bourgeoisie, utilisant ses talents hérités de sa mère, une modiste. Lucie jouait dans le petit jardin, ramassant des fleurs pour sa poupée reine. Les dimanches, ils assistaient à la messe où l'abbé prêchait la charité et l'ordre social. Mais Armand, avec son sourire faux et ses yeux calculateurs, avait commencé à visiter plus souvent, posant des questions sur les comptes, insinuant des dettes imaginaires. Il dit que je suis une charge, que Lucie mérite mieux. Ce soir, il a forcé la porte de notre appartement, hurlant que j'étais une voleuse. Les voisins m'ont entendu, mais personne n'a bougé. La peur des Duval est grande à Lyon. Lucie revint s'asseoir sur les genoux de sa mère, frottant ses yeux. « J'ai faim, maman. » Une femme de chambre apporta un plateau, pain frais, fromage et lait chaud. L'enfant mangea avidement, tandis qu'Émilie sentait une chaleur revenir dans ses membres engourdis. Henri observa la scène, un sourire fugace aux lèvres. « Cette petite est forte, comme sa mère. Demain, nous irons voir un notaire de confiance. Mais ce soir, reposez-vous. Le manoir est grand. Vos chambres sont au 2e étage, avec vue sur le Rhône enneigé. » Émilie hocha la tête, reconnaissante mais méfiante. Les hiérarchies sociales de Lyon étaient impitoyables. Les magnates, comme Henri, côtoyaient les salons feutrés, tandis que les veuves comme elle glissaient vers l'oubli. Pourtant, ici, dans ce havre, elles se sentaient protégées. Bertrand les escorta vers les escaliers, où des tapis persans étouffaient leurs pas. La chambre était un cocon, lit à baldaquin, rideaux de brocart et un feu dans la cheminée. Lucie s'endormit vite, enveloppée dans des draps de lin fin. Émilie s'approcha de la fenêtre, regardant la neige tomber sur les jardins immenses. Le manoir, perché sur la colline de Fourvière, dominait la ville comme un sentinelle. Mais au loin, les lumières de Lyon scintillaient et avec elles, l'ombre d'Armand. Soudain, un bruit sourd retentit en bas. Une porte qui claquait. Elle se raidit. Était-ce le vent ou un visiteur nocturne?
Le doute s'insinua, premier murmure d'une tension naissante dans ce refuge inattendu. Le soleil se levait à peine sur Lyon, peignant les toits enneigés d'une lueur rosée lorsqu'Émilie fut tirée de son sommeil agité par un coup discret à la porte. Lucie dormait encore profondément dans le lit adjacent, ses petites joues rougies par la chaleur du feu qui couvait dans la cheminée. Émilie, les yeux lourds de fatigue, ajusta sa chemise de nuit empruntée aux réserves du manoir, un tissu fin, presque luxueux pour elle, qui avait connu la laine rude des jours difficiles. Elle ouvrit la porte sur Bertrand, le majordome, dont le visage impassible trahissait une urgence contenue. « Madame Laurent, Monsieur Beaumont vous attend dans son bureau. Immédiatement, s'il vous plaît. Et un messager est arrivé à l'aube. Pour vous. » Les mots de Bertrand tombèrent comme des pierres dans l'eau calme du matin. Émilie sentit un frisson la parcourir, plus froid que la nuit précédente. Un messager. Armand. Il avait dû les traquer jusqu'ici, flairant sa piste comme un chien de chasse. Elle s'habilla à la hâte, enfilant une robe simple fournie par une domestique, un corsage de serge grise avec un col haut amidonné, une jupe plissée qui balayait le sol, et un châle de laine pour masquer les traces de sa fuite. Ses cheveux, noués en un chignon lâche, encadraient un visage où la peur luttait contre une détermination naissante. Le bureau de Henri était une pièce austère, aux murs tapissés de livres reliés cuir et de cartes des filatures lyonnaises. Une grande fenêtre donnait sur les collines de Fourvière, où la neige scintillait sous les premiers rayons. Henri se tenait près de la cheminée, une lettre cachetée à la main, son manteau jeté sur un fauteuil. À 50 ans, il imposait par sa stature, sa redingote impeccable soulignant une silhouette forgée par des années de labeur. Ses yeux bleus, habituellement froids comme l'acier des métiers à tisser, s'adoucirent en la voyant entrer. « Asseyez-vous, Émilie, ce pli vient d'Armand Duval. Il a été livré par un coursier à cheval, il y a 1 heure. » Henri lui tendit l'enveloppe, scellée d'un sceau familial orné d'un cep de vigne, le symbole des terres du Beaujolais que convoitait son beau-frère. Les mains tremblantes, Émilie brisa le sceau. Les mots, tracés d'une encre noire et d'une écriture anguleuse, la frappèrent comme un coup de fouet. « Émilie, ta fuite ridicule ne changera rien. Tu as volé ce qui ne t'appartient pas, les bijoux de la famille, les comptes de Pierre. Rends-toi ou Lucie paiera pour tes mensonges. Je te donne jusqu'au crépuscule pour quitter Lyon. Sinon, la police saura tout de tes dettes et de ton adultère supposé avec un ouvrier. Les Duval ne tolèrent pas les traîtresses. » Armand. Les larmes montèrent, mais Émilie les ravala. Adultère? Une calomnie pure, inventée pour la salir aux yeux de la société lyonnaise, où la réputation d'une veuve était plus fragile qu'une soie fine. C'est un piège? Il ment. Pierre n'a jamais. Sa voix se brisa. Henri posa une main sur son épaule, un geste réconfortant qui la fit sursauter. Dans ce monde codifié de la belle époque, un tel contact entre un homme et une inconnue frôlait le scandale. Mais ici, dans l'intimité du manoir, il semblait naturel, presque protecteur. Je le sais, Duval est un serpent. J'ai entendu des rumeurs sur ses magouilles dans les guildes de soierie. Il falsifie des contrats pour s'emparer de parts de marché, et maintenant, il s'en prend à vous pour consolider son emprise sur l'héritage. Henri se redressa, marchant vers une carte punaisée au mur où Lyon et ses environs s'étalaient en traits précis. Mais vous ne pouvez pas retourner là-bas. Les quais grouillent de ces hommes. Et la police? Elle est souvent à la solde des bourgeois comme lui. Votre statu quo, ce qu'il en reste, est brisé. Vous devez choisir. Fuir plus loin, vers le sud peut-être, ou accepter une alliance. Émilie leva les yeux, le cœur serré. Alliance. Le mot résonnait comme une promesse et une chaîne. Dans la société lyonnaise, où les mariages et les pactes scellaient les fortunes, une veuve comme elle n'avait d'autre choix que la charité ou le remariage. Mais avec Henri, un magnate veuf, dont le nom ouvrait les portes des salons feutrés de la place Bellecour, tandis qu'elle n'était qu'une ombre déchue. Que voulez-vous dire? Je ne peux pas imposer ma présence, ni à Lucie. Nous sommes un fardeau. Henri secoua la tête, son regard intense. Pas un fardeau,
Une opportunité. Je propose un contrat. Restez ici, au manoir, sous ma protection. En échange, vous m'aidez avec les comptes de mes filatures. Votre mari était comptable. Vous devez connaître les chiffres. Et Lucie. Elle aura une gouvernante, une éducation décente. Mais ce ne sera pas sans coût. La rumeur courra. On dira que je vous ai recueilli par pitié, ou pire, par intérêt. Les Duval riposteront avec des calomnies dans les journaux locaux, comme Le Progrès. Votre hésitation vous coûtera cher, isolement, pauvreté, peut-être la perte de votre fille. Elle recula, le souffle court. Les règles de ce nouveau monde s'imposaient déjà. L'étiquette rigide du manoir, avec ses repas formels, ses visites protocolaires des notaires et des avocats, la vigilance publique où chaque sortie serait scrutée par les commères des théâtres et des églises. Les obstacles concrets, comme les dettes qu'Armand gonflait artificiellement ou les vétos familiaux qui l'empêchèrent de réclamer l'héritage. Allié potentiel, Henri, avec ses connexions dans les chambres de commerce, peut-être Bertrand, loyal comme un roc, et l'abbé de la paroisse, un mentor discret qui prêchait la justice divine. Antagoniste, Armand, bien sûr, et ses sbires, un notaire corrompu, des domestiques achetés. Je refuse, pas encore, c'est trop vite, et si c'était un piège, comme avec mon beau-frère, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais au fond, elle savait, la normalité perdue, son appartement modeste, les rires de Lucie au marché n'existaient plus. Le messager d'Armand avait tout changé, forçant la rupture. Lucie entra alors en trottinant, sa petite robe de chambre trop grande traînant par terre. « Maman, y a un monsieur méchant dehors ?» demanda-t-elle innocemment, serrant son poupon. Henri s'agenouilla à sa hauteur. « Non, petite, juste des ombres qui s'effacent. » Mais dehors, un nouveau bruit, le galop d'un cheval s'approchant des grilles du manoir. Émilie se figea. Armand n'attendrait pas le crépuscule. La décision s'imposait, brutale, signer ce contrat verbal, altérer son statut pour toujours ou risquer la capture immédiate. Le choix la rongeait, premier pas vers un abîme inconnu où la protection d'Henri pouvait se muer en dépendance fatale. Les jours suivants au manoir de Henri Beaumont s'écoulèrent dans un tourbillon de routines imposées, où Émilie naviguait entre gratitude et appréhension. Le contrat verbal, scellé d'un regard et d'une poignée de main ferme dans le bureau ce matin-là, avait altéré son existence. Elle acceptait l'alliance. En échange de la protection, elle tiendrait les comptes des filatures, ses talents de veuve comptable mis à profit dans l'ombre des ateliers. Lucie, rayonnante, découvrait un monde nouveau, une gouvernante nommée Marthe, aux cheveux grisonnants et au sourire patient, qui lui apprenait les lettres près d'une fenêtre donnant sur les jardins enneigés. Mais sous cette quiétude, la tension couvait. Armand Duval n'avait pas donné signe de vie depuis sa lettre menaçante. Pourtant, Émilie sentait son ombre planer comme un faucon sur les toits de Lyon. 3 jours après l'arrivée, Henri annonça une épreuve inévitable. « Nous irons à la messe dominicale à Saint-Jean, Émilie. C'est un devoir social pour un homme comme moi. Et vous viendrez avec Lucie. Il faut montrer que vous êtes sous ma garde, pas une fugitive. » Sa voix était mesurée, mais ses yeux trahissaient une vigilance accrue. Dans la société lyonnaise de cette belle époque, les églises n'étaient pas seulement des lieux de prière. Elles étaient des arènes où les réputations se forgeaient ou se brisaient au gré des murmures et des regards obliques. Émilie hésita, le cœur serré. Sortir du manoir signifiait affronter le monde, risquer les commérages qui circulaient déjà comme une brume sur le Rhône. « Et si Armand est là, ou ses alliés ?» murmura-t-elle, ajustant le col de sa nouvelle robe. Un cadeau discret de Henri, un corsage de soie grise, cintré à la taille par un corset modéré, une jupe à plis légers qui effleurait le sol pavé, et un manteau de velours bordé de fourrure pour Lucie, taillé dans les chutes des filatures. Henri posa une main sur la sienne, un geste fugace qui envoya une chaleur inattendue dans ses veines. « Je serai à vos côtés, et Bertrand surveillera les abords. » Ce contact, si bref, marqua un premier pas timide vers une intimité naissante, un silence partagé où leurs regards se croisèrent, lourds de non-dits.
À 50 ans, Henri, avec sa redingote noire impeccable, son gilet de soie et son chapeau melon, incarnait la solidité bourgeoise. Émilie, à 30 ans, avait retrouvé un éclat fugace. Ses cheveux châtains relevés en un chignon orné d'une barrette simple, son visage pâle rehaussé par un soupçon de rose aux lèvres. Lucie, dans sa petite robe de laine bleue avec collerette blanche, sautillait d'excitation, ignorant les enjeux. La basilique Saint-Jean-Mouche se dressa devant eux sous un ciel clair. Ses flèches gothiques perçant l'air frisquaient de l'hiver 1890. La neige avait fondu en plaques sales sur les pavés, et la foule des fidèles, bourgeoises en habits sombres, ouvrières en châles modestes, se pressait aux portes. Henri offrit son bras à Émilie, un protocole social qui attira aussitôt les regards. À l'intérieur, l'odeur d'encens et de cire fondue enveloppa l'assemblée, tandis que l'orgue grondait les premiers accords. Ils s'assirent sur un banc latéral, Lucie entre eux, serrant un missel enfantin, mais la friction de classe surgit vite, subtile comme un poison lent. Au milieu de la messe, un murmure s'éleva d'un groupe de dames assises non loin, des épouses de marchands de soieries, leurs robes de taffetas bruissant comme des feuilles mortes. « Regardez, c'est la veuve Laurent, recueillie par Beaumont. Quelle pitié, ou quel calcul !» chuchota l'une, une matrone aux boucles teintes et aux boas de plumes, jetant un œil dédaigneux vers Émilie. Une autre, plus jeune, pouffa derrière son éventail. On dit qu'elle a fui des dettes, et avec une enfant. Pauvre Henri. Veuf est maintenant chargé d'une telle charge. Les mots, aiguisés comme des aiguilles, transpercèrent Émilie. Son visage s'empourpra sous le voile de son chapeau. Dans ce semi-public sacré, la hiérarchie lyonnaise se rappelait à elle. Les Beaumont étaient des piliers, mais une veuve déchue comme elle n'était qu'une ombre indésirable, soupçonnée de viser la fortune. Henri perçut le malaise. Son poing se serra sur le banc, mais il se contenta d'un regard protecteur vers Émilie, un micro-geste de défense, ses doigts effleurant les siens sous le prie-dieu. Un réconfort muet qui fit battre son cœur plus fort. « Ignorez-les », souffla-t-il pendant l'élévation, sa voix basse couvrant le latin du prêtre. Ce moment, chargé d'une tension contenue, humanisa l'homme imposant. Sous la barbe grisonnante, une vulnérabilité, un écho à sa propre perte. Émilie hocha la tête, serrant la main de Lucie qui dessinait des anges sur le banc. Mais l'humiliation s'amplifia quand, à la sortie, un notaire connu, un allié des Duval, trapu et moustachu, s'approcha sous prétexte de saluer Henri. « Monsieur Beaumont, ravi de vous voir. Avec votre protégé. Les rumeurs vont bon train à la chambre de commerce. Prudence, mon ami. » Son sourire était un venin sucré, et il s'inclina légèrement vers Émilie, comme pour la jauger d'un œil moqueur. Dehors, sous le porche, l'antagoniste agissait dans l'ombre. Armand Duval n'était pas là, mais ses émissaires l'étaient. Un valet aux épaules larges, posté près d'une fontaine, observait la scène, notant chaque détail pour un rapport ultérieur. Émilie le repéra, un frisson la traversant. Pourtant, un petit avancé émergea. Henri, ignorant le notaire, offrit son bras à Émilie pour regagner la calèche. « Vous avez tenu bon, c'est un début. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, un silence complice où la compassion se muait en quelque chose de plus profond, un fil ténu reliant leur solitude. Mais le ganchot social frappa vite. Le lendemain matin, au petit déjeuner dans le salon du manoir, Bertrand entra, un exemplaire du Progrès plié sous le bras. « Monsieur, une note dans le journal local. » Henri déplia le papier et les mots sautèrent aux yeux d'Émilie. Le magnate Beaumont aperçut à Saint-Jean avec une mystérieuse veuve et son enfant. Charité ou intrigue? Les Duval veillent. La calomnie, signée anonymement, circulait déjà dans les salons. Armand bougeait ses pions et la preuve sociale de leur alliance naissante virait à larmes. Émilie pâlit, serrant sa tasse de porcelaine. Le manoir, refuge hier, devenait un piège visible. Et si la prochaine sortie les exposait davantage, attirant les griffes du beau-frère jusqu'aux portes mêmes de Henri, la tempête de neige s'abattit sur Lyon comme une vengeance divine, isolant le manoir de Henri Beaumont dans un cocon de blanc
impitoyable. Les flocons fouettèrent les vitres, effaçant les contours du monde extérieur, et le vent hurlait dans les cheminées, transformant la colline de Fourvière en un îlot fortifié. Émilie, confinée depuis 2 jours avec Lucie dans les murs épais du domaine, sentait l'angoisse se muer en une proximité inattendue. Les domestiques, discrets, avaient allumé des feux dans chaque pièce, mais l'air restait chargé d'une tension palpable. Armand Duval, tapi dans l'ombre de la ville, n'avait pas encore frappé, mais le journal du matin, avec sa note venimeuse, rappelait que la paix était fragile. Henri, d'ordinaire maître de ses domaines, semblait lui aussi piégé par la tourmente. Il avait annulé ses rendez-vous à la chambre de commerce, se repliant dans son bureau où les cartes des filatures gisaient oubliées. Ce soir-là, alors que la nuit tombait tôt, il invita Émilie à le rejoindre dans la bibliothèque. Une pièce au rayonnage sombre où l'odeur de cuir ancien se mêlait à celle du bois brûlé. « Venez, Émilie, Lucie dort, et cette tempête nous offre une trêve. Parlons, si vous le voulez bien. » Sa voix, grave et mesurée, portait une invitation rare, presque vulnérable. Elle hésita au seuil, vêtue d'une robe de laine bleu nuit prêtée par la gouvernante, son châle serré autour des épaules. À 30 ans, ses traits fins, marqués par l'épreuve, trahissaient une fatigue profonde, mais ses yeux châtains brillaient d'une curiosité prudente. La bibliothèque était un sanctuaire. Des fauteuils crapauds tapissés de velours vert, une harpe oubliée dans un coin et une grande table où trônait un candélabre allumé. Henri s'assit près du feu, ôtant sa redingote pour révéler un gilet de soie grise. À 50 ans, sa silhouette imposante se voûtait légèrement sous le poids des ans, sa barbe grisonnante ombrant un visage buriné par les affaires et le deuil. « Asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il sortit d'un tiroir un petit médaillon d'argent gravé d'un motif floral typique des joailleries lyonnaises de l'époque. Ses doigts, calleux des inspections d'atelier, tremblèrent un instant en l'ouvrant. À l'intérieur, un portrait miniature d'une femme aux cheveux noirs, souriante, et une mèche de cheveux conservée. C'est Héloïse, ma femme, morte il y a 5 ans, dans une diligence qui a versé sur la route de Vienne, la neige déjà, comme ce soir. Sa voix se brisa, un aveu rare pour cet homme habitué aux négociations froides. Émilie s'approcha, fascinée par l'objet. Elle toucha le médaillon du bout des doigts, sentant la chaleur du métal. Elle était belle. Et vous? Vous l'avez élevée seule, votre fille Claire? Henri hocha la tête, les yeux fixés sur les flammes. Claire avait 16 ans. J'ai tout sacrifié pour elle, les bals, les alliances. Le deuil m'a rendu dur, distant. Les gens disent que je suis un roc, mais... La perte ronge, Émilie, comme vos dettes forgées, vos nuits de peur. Le feu crépita, projetant des ombres dansantes sur leurs visages. Émilie sentit une brèche s'ouvrir en elle. Assise à ses côtés, plus près que l'étiquette ne l'autorisait, elle sortit à son tour un objet de sa poche. Un ruban de soie fanée, noué autour d'une boucle de cheveux blonds, ceux de Lucie, mêlés à un fragment de lettre de Pierre. « Mon mari, Pierre me l'a donné avant sa fièvre, pour te rappeler que l'amour endure, disait-il. Mais Armand a tout perverti. Il accuse Pierre d'incompétence, moi de gaspillage. J'ai vu les faux, des comptes gonflés, des signatures tracées de sa main. Et Lucie, elle mérite plus que la fuite. Les mots jaillirent. Un torrent libéré par la tempête dehors. Henri l'écouta, immobile, puis posa sa main sur la sienne, un geste simple chargé d'une promesse tacite. Vous n'êtes pas seul. Ce manoir, mes ressources. Ils sont vôtres, sans chaîne. J'ai perdu Héloïse à cause d'un accident, mais vous luttez contre un monstre humain. Laissez-moi vous aider, non par devoir, mais parce que... Votre force me rappelle ce que j'ai enterré. Le silence s'étira, intime, ponctué par le hurlement du vent. Leurs regards se croisèrent, un échange muet où la compassion se muait en confiance naissante. Émilie retira sa main doucement, mais le contact avait changé l'air. Plus chaud, plus lourd d'émotions contenues. Henri referma le médaillon, le glissant dans sa poche. Demain, si la neige s'apaise, nous irons voir l'abbé. Il connaît les notaires honnêtes. Et pour Armand,
J'ai des contacts dans les guildes. Il ne vous touchera pas. » Une promesse, non dite mais palpable, qui fit battre le cœur d'Émilie plus fort. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, elle se sentit vue, non comme une veuve pitoyable, mais comme une égale. Lucie, éveillée par un bruit, entra en robe de chambre frottant ses yeux. « Maman, j'ai fait un rêve avec des loups dans la neige. » Henri rit doucement, un son rare et chaleureux, et la prit sur ses genoux pour lui conter une histoire d'ouvrier vaillant des filatures. Émilie observa la scène, un sourire fugace aux lèvres. La tourmente dehors semblait lointaine, et dans ce cocon forcé, des liens se tissaient, fragiles mais réels. Pourtant, au milieu de la nuit, un signal du monde extérieur brisa l'illusion. Bertrand frappa à la porte de la chambre d'Émilie, une lanterne à la main. « Madame, un envoyé attend aux grilles, sous la neige, mais il refuse de partir. Il dit venir d'Armand Duval, avec un message urgent. » Émilie se redressa, le sang glacé. La marée émotionnelle retomba d'un coup, la confiance ébranlée par cette intrusion. Qu'apportait cet homme? Une nouvelle menace, une calomnie fraîche, ou pire? Le vent redoubla, comme un avertissement, et elle sut que la tempête intérieure ne faisait que commencer. La tempête s'acharnait toujours sur le manoir, transformant les jardins en un chaos blanc et hurlant, mais l'arrivée de l'envoyé d'Armand Duval perça l'isolement comme une lame. Émilie, enveloppée dans son châle de laine, descendit les escaliers de pierre en hâte, son cœur cognant contre ses côtes. Bertrand la précédait, une lanterne à bout de bras, illuminant les couloirs sombres où les portraits ancestraux semblaient juger de leurs yeux peints. Henri, alerté par le bruit, les rejoignit dans le hall, sa redingote jetée sur les épaules, le visage durci par une colère contenue. « Qui est-ce? Parlez, Bertrand !» ordonna-t-il d'une voix basse, autoritaire. « Le valet des Duval, monsieur, il tremble de froid, mais il insiste pour voir Madame Laurent, seule à seule. » Le majordome tendit un pli scellé, taché de neige fondue. Émilie le saisit, les doigts glacés malgré la chaleur des cheminées. L'enveloppe portait le même sceau que la précédente, un cépé de vigne entrelacé, symbole empoisonné des terres du Beaujolais. À l'intérieur, une note brève, rédigée d'une main ferme. « Émilie, ton refuge chez Beaumont ne durera pas. J'ai les preuves, les lettres de Pierre à une autre femme, tes achats extravagants payés avec l'argent familial. Quitte Lyon avant l'aube, où je publie tout dans le Progrès. Lucie ira chez les sœurs. Toi, en maison de correction. Dernier avertissement. Armand. » Les mots la frappèrent comme un coup de fouet. Lettres, achats, des mensonges ourdis pour la noyer dans le scandale. Pierre n'avait jamais. Et pourtant, l'idée d'une liaison inventée souillait sa mémoire, transformant leur amour modeste en trahison sordide. Émilie chancela, s'appuyant au mur. Henri lut par-dessus son épaule, ses mâchoires serrées. « C'est du chantage pur. Duval frappe fort, maintenant que vous êtes sous mon toit. Il veut vous isoler, vous forcer à fuir sans rien. » Dehors, le valet attendait, silhouette voûtée sous la pluie de flocons, un messager anonyme dans la nuit. « Allez-y, Émilie, dites-lui que vous ne plierez pas, » murmura Henri, posant une main sur son bras, un geste protecteur qui, pour la première fois, la fit douter de sa solidité. Et si Armand avait déjà infiltré le manoir? Et si cet allié naissant n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste? Elle franchit le seuil, le vent la giflant, et s'approcha du valet, un homme trapu aux moustaches givrées, vêtu d'un manteau usé. « Qu'attends-tu vraiment? Armand ment. Je n'ai rien volé, rien trahi. » Le valet ricana, un son rauque avalé par la bourrasque. « Madame, il a les documents. Un notaire les a vus. Demain, la ville saura. La veuve Laurent, voleuse et adultère, protégée par Beaumontpour. » Des raisons obscures. Rentrez ou perdez tout. Il tourna les talons, disparaissant dans la tourmente, laissant Émilie tremblante. À son retour, Henri l'attendait, le feu du salon projetant des ombres longues sur son visage. « Nous devons agir. J'enverrai Bertrand à l'aube chez un avocat de confiance, loin des Duval. Mais ce soir, préparez-vous, Duval va exposer cela publiquement. »
Émilie hocha la tête, mais une fissure s'ouvrait en elle. La confiance, si fraîchement tissée dans la bibliothèque, se lézardait. Et Lucie? L'enfant, réveillé par le bruit, descendit en robe de chambre, ses boucles blondes en désordre. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Émilie la serra contre elle, masquant ses larmes. « Rien, mon ange, juste la neige qui fond. » L'attaque frontale d'Armand surgit le lendemain, avec la levée du jour. La tempête s'était calmée, laissant un manteau immaculé sur Lyon, mais le ciel clair annonçait une clarté impitoyable. Au petit déjeuner, dans la salle à manger aux nappes de lin et aux couverts d'argent, Bertrand entra pâle, un exemplaire du Progrès à la main. « Monsieur, c'est partout. » Henri déplia le journal et les gros titres sautèrent aux yeux. « Scandale au manoir Beaumont. Une veuve fugitive et ses dettes cachées. Lien trouble avec les Duval ?» L'article, anonyme mais empoisonné, dépeignait Émilie comme une intrigante. Dettes fabuleuses, rumeurs d'adultère avec un ouvrier des soieries, et maintenant, une alliance suspecte avec le magnate veuf. Beaumont, pilier de la bourgeoisie lyonnaise, recueille-t-il une voleuse pour masquer ses propres faiblesses financières? Les Duval alertent les autorités. La réputation d'Émilie, déjà fragile, volait en éclats. Dans les salons de la place Bellecour, les murmures enflaient, on la disait cupide, une charge indigne pour Henri. Mais pire, l'alliance naissante en souffrait. Henri plia le journal d'un geste sec. « C'est une sabotage. Duval a payé un journaliste. Mes associés à la chambre de commerce me bombardent déjà de questions. Si je vous soutiens publiquement, ma propre position chancelle. Les contrats de soie risquent de s'évaporer. » Ces mots, prononcés avec regret, brisèrent quelque chose en Émilie. La confiance, hier si chaude, se muait en doute. Était-il prêt à la défendre ou le coup social le retenait-il? Les conséquences tangibles s'abattirent vite. À midi, un notaire, le même qui les avait croisés à Saint-Jean, arriva en calèche, mandaté par les Duval. Dans le bureau de Henri, entouré de livres et de cartes, il lut un ultimatum. Madame Laurent doit comparaître devant un tribunal ecclésiastique pour adultère présumé, sous peine d'excommunication. L'enfant Lucie sera placée sous tutelle familiale. Pas de prison pour Émilie, les instructions étaient claires, pas d'accusation légale directe pour elle ou Henri, mais une menace morale, une perte d'honneur qui isolait. Henri tenta de négocier, sa voix ferme. « C'est absurde, pas de preuves. » Le notaire haussa les épaules. « Les Duval en fournissent, des témoins, des lettres. Refusez, et le scandale touchera votre nom, monsieur Beaumont. » Émilie, assise en silence, sentit la chute de Status l'engloutir. Hier encore protégée, elle devenait un fardeau visible, une tache sur le blason des Beaumont. Les domestiques murmuraient dans les couloirs. Même Marthe, la gouvernante, évitait son regard. Isolée, elle remonta dans sa chambre, où Lucie jouait avec des poupées de porcelaine. « Maman, pourquoi tout le monde est triste ?» L'enfant, innocente, serra son ruban de soie, l'objet hérité de Pierre, maintenant symbole d'un passé souillé. Émilie pleura enfin, seule, le poids de l'exil émotionnel la broyant. Le moment sans retour vint l'après-midi, quand Henri la convoqua dans le jardin enneigé, sous un saule ployé par le blanc. Vêtu de son manteau de fourrure, il marchait d'un pas lourd. « Émilie, je ne peux plus vous garder ici sans preuve contre Duval. Les rumeurs minent mes affaires. Un associé a déjà retiré un contrat. Partez pour le sud, chez un cousin à moi à Marseille. Je vous enverrai de l'argent discrètement, mais nous devons nous séparer pour l'instant. » Ses yeux, voilés de regret, trahissaient la rupture. Pas une querelle, mais un exil forcé, émotionnel. L'alliance brisée par la pression sociale. Henri reculant pour préserver son empire. Émilie recula, le froid mordant sa peau. « Vous m'abandonnez, après tout ?» Il secoua la tête. « Non, c'est pour vous protéger. Duval frappe là où ça fait mal. Revenez quand j'aurai des armes. » Mais les mots sonnaient creux. Elle rentra, rangeant ses maigres affaires, tandis que Lucie pleurait, sentant l'instabilité. Le soir tombait, et un ultimatum social planait. Fuir dans la nuit, ou affronter l'exposition publique le lendemain à l'opéra où les Duval guettaient. Le manoir,
refuge hier, se muait en prison dorée. Et si cette séparation marquait la fin, avant même le début vrai, environ 880 mots. Les jours qui suivirent la décision d'Henri s'étirèrent comme une toile grise sur Lyon, où le printemps tardif peignait les quais du Rhône d'une lumière pâle et incertaine. Émilie, installée dans une petite auberge discrète près de la colline de la Croix-Rousse, serrait Lucie contre elle chaque nuit, le cœur rongé par l'exil imposé. Le manoir, avec ses feux ronflants et ses silences complices, n'était plus qu'un souvenir amer. Henri avait tenu parole. Un pli anonyme apportait de l'argent, assez pour subsister, mais pas de nouvelles. Était-ce la peur du scandale qui l'éloignait ou un calcul froid pour préserver son empire de soierie? À 30 ans, Émilie se sentait plus seule que dans la tempête hivernale. Ses traits fins creusés par l'insomnie, sa robe grise reprisée servant de bouclier contre les regards curieux des marchands. Pourtant, une étincelle de révolte couvait. Ce matin-là, alors que Lucie jouait avec des coquillages ramassés au bord du fleuve, un messager frappa à la porte de l'auberge. Un vieil ouvrier des filatures, aux mains noueuses et au visage buriné par les métiers à tisser, tendit un paquet enveloppé de toile brute. « De la part de Monsieur Beaumont, madame. Il dit que c'est pour vous éclairer. » Émilie défit le nœud, le souffle court. À l'intérieur, un livre quechua usé, relié de cuir craquelé, et une lettre cachetée de cire rouge. Les pages du registre, jaunies par les ans, portaient les signatures de Pierre, son mari, et en regard, celle d'Armand Duval, tracée d'une encre plus récente, maladroite dans sa contrefaçon. Les chiffres dansaient sous ses yeux, dettes gonflées de 100%, des achats fictifs de soieries, des prêts imaginaires aux fournisseurs du Beaujolais. Armand n'avait pas seulement manipulé, il avait ourdi un complot systématique, siphonnant l'héritage familial pour consolider ses vignobles. Une note manuscrite, glissée entre les feuillets, confirmait « J'ai confronté un témoin, un comptable des Duval qui a fui la peur. Il jure sur la Bible que votre beau-frère falsifiait tout depuis la mort de Pierre. Voici son témoignage écrit. Utilisez-le, Émilie. Je ne vous ai pas abandonné. J'ai fouillé dans l'ombre pour cela. Le coup est grand. Mes associés doutent, mais la vérité est vôtre. Revenez quand vous serez prête. Henri. » Les mots, gravés d'une main ferme, réencadrèrent l'homme qu'elle avait cru distant. Non de la Friesa, mais d'un devoir écrasant, forgé par le deuil d'Héloïse et la nécessité de protéger son legs sans alarmer Claire, sa fille lointaine. Un pic d'espoir la traversa, chaud comme un rayon sur la soie. Émilie serra le livre contre sa poitrine, les larmes coulant enfin librement. Armand, ce serpent ambitieux aux yeux calculateurs, émergeait dans toute son horreur. Un bourgeois lyonnais qui piétinait les siens pour l'or des vignes, semant la ruine sur son passage. L'indignation bouillonnait en elle, un feu qui consumait la peur. Pour la première fois, elle assumait son agency, non plus fugitive, mais actrice de sa revanche. Elle rédigea une lettre proativa, adressée à l'abbé de Saint-Jean, ce mentor discret qui avait béni son mariage avec Pierre. « Mon père, voici les preuves d'une manipulation odieuse. Armand Duval a volé l'héritage de mon époux, menaçant ma fille et moi. Publiez cela dans les cercles ecclésiastiques. Que la justice divine éclaire les salons de Lyon. » Elle joignit une copie du témoignage et un extrait du livre quechua, scellant l'enveloppe d'un timbre simple. La réponse vint vite, portée par un novice de l'église. L'abbé, ému par les faits, promit une lecture publique lors de la prochaine assemblée paroissiale, un forum semi-officiel où bourgeois et ouvriers se mêlaient sous le voile de la charité. Mais le val de danger suivit de près. À peine Émilie avait-elle confié la lettre que des ombres rôdèrent autour de l'auberge. Un valet des Duval, repéré par l'aubergiste, questionnant les voisins sur la veuve aux dettes. Armand ripostait déjà, flairant la menace. Le soir même, un pli anonyme glissa sous sa porte. « Tes mensonges ne tiendront pas, retire-toi ou Lucie paiera. » La peur ressurgit, plus aiguë, mais Émilie tint bon, rangeant les preuves dans un coffret de bois.
Henri réapparut 2 jours plus tard, sous un ciel voilé, descendant d'une calèche modeste pour éviter les yeux. Il frappa à la porte de l'auberge, vêtu d'une redingote usée, sa barbe grisonnante moins taillée, trahissant des nuits courtes. À 50 ans, il semblait plus vulnérable, ses yeux bleus chargés d'un regret palpable. « Émilie, j'ai vu les documents. Pardon pour le silence. J'ai craint pour vous, pour mes filatures. Duval contrôle des parts de marché. Mais cela change tout. » Elle l'invita à entrer, Lucie dormant dans la chambre attenante. Assis sur un banc rustique, ils partagèrent un thé fade, mais le geste, sa main effleurant la sienne pour passer le sucre, raviva une confiance contenue, plus profonde que la passion fugitive. « Vous avez agi seul, avec courage. Cela me redonne foi, murmura-t-il, sa voix grave vibrant d'admiration. Pas de flammes ardentes, mais un lien d'égal à égal, forgé dans l'épreuve. Pourtant, la réponse d'Armand frappa plus fort. Le lendemain, un article dans Le Progrès, payé par lui, sans doute, dépeignait Émilie comme une mythomane. La veuve Laurent invente des complots pour s'accrocher à Beaumont. Preuve fabriquée. Les murmures enflèrent dans les marchés de la rue de la République, où les commères brodaient sur son ambition dévorante. Un pic d'espoir naquit quand l'abbé fit circuler une note discrète parmi les paroissiens influents. La vérité émergera dimanche, à l'Assemblée. Mais le Val s'approfondit. Un émissaire des Duval bloqua l'entrée de l'auberge, menaçant l'aubergiste de saisie pour héberger une voleuse. Émilie, le cœur battant, affronta l'homme. Dites à Armand que ses mensonges s'effondreront comme sa conscience. L'indignation contre le vilain culminait. Ce beau-frère cupide, prêt à détruire une mère et un enfant pour des terres stériles. La réapproximation avec Henri se scella dans un jardin clos derrière l'auberge où les premiers bourgeons perçaient la terre humide. Il lui tendit un portrait ancien, trouvé dans les archives des Duval. Pierre, souriant, à côté d'Armand jeune, preuve d'une amitié trahie. Il n'était pas froid, Émilie. Il protégeait, comme je le fais maintenant. Leurs doigts s'entrelacèrent brièvement, un engagement tacite. Mais Armand contre-attaqua. Une rumeur lancée à la chambre de commerce accusa Henri de collusion avec une fugitive. Ses contrats tremblèrent, un associé se retirant. L'espoir d'une alliance renforcée, voilà d'ombre, la menace grandissant à chaque pas. L'abbé convoqua Émilie pour l'assemblée publique de dimanche. Non un bal frivole, mais une réunion solennelle à la salle paroissiale de Saint-Jean où notaires et bourgeois débattraient sous l'égide de l'Église. Venez avec vos preuves. La communauté jugera. Émilie hocha la tête. Le livre cacha sous le bras. Mais en sortant, un bruit de pas précipités retentit dans la ruelle. Armand approchait-il, prêt à tout pour étouffer la vérité avant l'aube. Le piège se resserrait, et Lyon, avec ses secrets enfouis, attendait le choc. La salle paroissiale de Saint-Jean bruissait d'une foule compacte, un mélange hétéroclite de bourgeois lyonnais en redingote sombre, d'ouvriers aux épaules larges et de dames aux châles brodés, tous venus pour l'assemblée dominicale qui masquait un tribunal moral. Les lustres à gaz diffusaient une lumière jaunâtre sur les murs blanchis à la chaux, et l'air embaumait l'encens résiduel de la messe. Émilie, le cœur battant, se tenait au fond, serrant le livre cacha contre sa poitrine comme un bouclier. À 30 ans, sa robe de serge grise, cintrée modestement, et son chignon châtain relevé d'une barrette simple la faisaient ressembler à une veuve ordinaire, mais ses yeux, rougis par l'angoisse, trahissaient la tempête intérieure. Lucie, à ses côtés, jouait nerveusement avec le ruban de soie hérité de Pierre, ignorant la gravité du moment. Henri Beaumont, imposant dans sa redingote noire et son gilet de soie, se tenait un pas en arrière, son regard bleu vigilant balayant la salle. À 50 ans, il incarnait la force bourgeoise, mais une tension crispait ses traits burinés. L'abbé, un homme frêle aux lunettes cerclées d'argent, monta sur l'estrade improvisée, un pupitre de bois devant une croix de fer. « Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous parlons de justice divine et humaine. Des allégations souillent une âme innocente. Madame Émilie Laurent,
veuve de Pierre Laurent, accusée par son beau-frère, monsieur Armand Duval, de dettes frauduleuses et de mœurs légères, qu'on entende les faits. Sa voix résonna claire et autoritaire, imposant un silence pesant. La foule murmura, des regards obliques se tournant vers Émilie. Parmi eux, Armand Duval se dressait au premier rang, trapu et suffisant dans son habit de velours vert, ses moustaches cirées luisant sous les flammes. À 45 ans, il arborait un sourire calculateur, flanqué de 2 témoins. Un notaire aux yeux fuyants et une ancienne servante des Duval, achetée pour l'occasion, son tablier amidonné trahissant sa loyauté forcée. Armand s'avança le premier, sa voix mielleuse coupant l'air comme une lame. « Mon père, cette femme a ruiné notre famille. Pierre, mon frère, a succombé à la fièvre, mais elle a dilapidé l'héritage. Bijoux vendus, comptes vidés pour des frivolités, et des lettres, intimes, avec un ouvrier des soieries. Voici le dossier. » Il brandit un paquet de papier jauni, des lettres falsifiées au sceau grossier, et un témoignage écrit de la servante. « J'ai vu Madame Laurent recevoir des cadeaux suspects tard la nuit. » La foule s'agita, des hoquets scandalisés fusant des lèvres des dames. Le notaire renchérit. « Les dettes s'élèvent à des milliers de francs. Elle fuit pour éviter la honte familiale. » Armand jeta un regard triomphant vers Émilie, ses yeux noirs luisant de malice. La sabotage finale culminait. Non une arrestation, mais une humiliation publique, où la réputation d'Émilie et par ricochet celle d'Henri serait broyée devant les piliers de la société lyonnaise. Émilie sentit le sol vaciller sous ses bottines usées. Les murmures enflaient comme une marée. Voleuse, intrigante. Lucie se blottit contre elle, murmurant « Maman, ils sont méchants ». Mais Henri posa une main ferme sur son épaule, un geste discret qui la retint. Puis l'abbé l'invita à parler. Tremblante, elle monta sur l'estrade, le livre qu'Aix ouvert comme une bible laïque. Ce n'est pas la vérité. Armand a tout falsifié pour s'emparer des vignobles du Beaujolais. Voici les comptes originaux de mon mari. Elle tourna les pages, désignant les signatures contrefaites, les chiffres gonflés. La foule se tut, intriguée, puis elle appela son témoin, l'ancien comptable des Duval, un homme voûté aux mains tachées d'encre que Henri avait exfiltré discrètement la veille. « J'ai vu maître Duval tracer ses faux de sa propre main pour siphonner l'héritage. Il menaçait ma famille si je parlais. » Le témoignage, juré sur une croix, fit vaciller l'assemblée. Des bourgeois hochèrent la tête, reconnaissant les pratiques louches des guildes de soierie. Armand blêmit, bondissant. « Mensonge! Ce gredin est payé par Beaumont !» Mais l'abbé leva la main. « Silence! Prouvez-le, monsieur Duval !» Pris au dépourvu, Armand balbutia, son dossier s'effritant sous les regards sceptiques. Émilie enchaîna, sa voix gagnant en force. « J'ai fui non par culpabilité, mais par peur pour ma fille. » Armand m'a chassé dans la neige, inventant adultère et vol pour justifier sa cupidité. Regardez les preuves, lettres de Pierre, pures et aimantes, non adultères. Elle exhiba le ruban de soie, symbole intact de leur union, et le portrait ancien où Armand souriait hypocritement aux côtés de son frère. La servante, sous la pression des faits, craqua. Il m'a forcé à mentir. Pour de l'argent. Un murmure d'indignation collective s'éleva des poings serrés dans la foule. Henri s'avança alors, sa présence imposante scellant la défense. « Je soutiens Madame Laurent, non par pitié, mais par honneur. Duval salit Lyon pour son ambition. J'offre mes filatures comme caution morale. » Le climax moral éclata. L'abbé déclara. « La communauté voit clair. Monsieur Duval, votre complot est exposé. Quittez cette salle ou affrontez l'opprobre. » Armand, rouge de rage, fut hué par les ouvriers et les bourgeois outrés, contraint de s'éclipser sous les crachats verbaux, son prestige en lambeaux. La foule applaudit, re-encadrant Émilie, de fugitive humiliée à veuve vertueuse, respectée pour son courage. Des dames s'approchèrent, serrant sa main. « Brave femme, les Duval paieront. » Henri, aux côtés d'Émilie, murmura « Vous avez gagné par votre force.
Le pic d'euphorie déferla, une victoire cathartique où la justice triomphait, humiliant publiquement le vilain sans chaîne légale, validant chaque larme versée. Si cette triomphe vous émeut, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre histoire captivante comme celle-ci. Dans le silence post-tempête qui suivit, alors que la salle se vidait sous un ciel crépusculaire, Émilie et Henri se retrouvèrent seuls près de la croix, Lucie endormie dans les bras de sa mère. Leurs regards se croisèrent. Un engagement tacite, scellé dans un effleurement de main, non une promesse flamboyante, mais un vœu intime de soutien éternel. Pourtant, au loin, un pli glissé sous la porte de l'auberge attendait encore. Armand, vaincu, mais non brisé, ourdissait-il un dernier coup dans l'ombre des vignes. Les jours suivants, l'assemblée de Saint-Jean s'écoulèrent comme un baume sur les plaies de Lyon, où le printemps, enfin victorieux, déployait ses bourgeons le long des quais du Rhône. La vérité, une fois exposée, avait balayé les ombres comme un vent purificateur. Armand Duval, chassé de la salle paroissiale sous les huées indignées, avait vu son empire de mensonges s'effondrer. Les bourgeois influents, outrés par ces falsifications révélées, avaient réagi avec la célérité des hommes d'affaires lyonnais. À la chambre de commerce, ces contrats de soierie furent annulés un à un. Les fournisseurs du Beaujolais, flairant la ruine, refusèrent de lui livrer le moindre cep de vigne. Sans procès formel, la société de l'époque préférait l'opprobre social à la justice tatillonne. Armand fut contraint à l'exil. Il quitta Lyon pour Marseille, où l'on murmurait qu'il végétait dans un commerce obscur de vins de pacotille, son prestige réduit à néant. Ses terres familiales saisies par les créanciers qu'il avait lui-même trompés. La servante et le notaire, repentis sous la pression de l'abbé, regagnèrent l'anonymat, leurs mensonges effacés par des confessions publiques lors d'une messe de pénitence. Émilie, transformée par cette épreuve, rentra au manoir de Henri Beaumont avec Lucie, non plus comme une fugitive, mais comme une alliée reconnue. À 30 ans, sa voix, autrefois tremblante de peur, portait désormais une assurance forgée dans le feu des calomnies. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon simple orné d'une broche de perles modestes, encadraient un visage où la compassion avait remplacé la méfiance. Elle marchait d'un pas ferme dans les couloirs tapissés de soieries, guidant Lucie par la main. L'enfant, rayonnante dans sa robe de laine bleue neuve, babillait sur les anges de la vérité qu'elle avait vue à l'assemblée. Les domestiques, Bertrand en tête, l'accueillirent avec des inclinations respectueuses. Même Marthe, la gouvernante, sourit ouvertement, son tablier amidonné froissé par une révérence chaleureuse. « Madame, le manoir est vôtre », murmura le majordome, repositionnant les neutres en alliés fidèles. Henri, à 50 ans, avait lui aussi évolué. Sa barbe grisonnante taillée avec soin, sa redingote noire impeccable, masquait une vulnérabilité nouvelle. La leadership qu'il exerçait sur ses filatures s'étendait désormais à une compassion active. Il avait réuni ses associés dans le grand salon, où les lustres à gaz illuminaient des cartes déployées. « Messieurs, l'affaire Duval nous enseigne la vigilance, mais aussi la charité. Je fonde une école pour les veuves des ouvriers avec Émilie Laurent à sa tête. » Les hommes hochèrent la tête. Impressionnés par cette initiative, l'école, installée dans un ancien atelier de la Croix-Rousse, deviendrait le legs tangible de leur union. Un lieu où des femmes comme Émilie apprendraient la comptabilité et la couture, libérées des dettes et des intrigues. Henri, veuf solitaire hier, démontrait sa transformation en mécène éclairé, sa voix grave résonnant d'une autorité tempérée par l'empathie. Le soir venu, dans la bibliothèque où la tempête les avait jadis confinés, ils scellèrent leur lien par un choix libre, sans chaîne du passé. Assis près du feu crépitant, Lucie endormie sur un fauteuil crapaud, Henri sortit de sa poche un anneau d'or simple, sans gemme ni histoire toxique, forgé par un joaillier lyonnais sur commande express, symbole pur d'une alliance entre égaux. Émilie, ce n'est pas un contrat forcé, ni une pitié bourgeoise, c'est mon cœur, offert à une femme qui a su se relever. Voulez-vous partager cette vie avec Lucie comme nôtre ? Ses yeux bleus, habituellement froids,
brillait d'une tendresse contenue. Émilie, les larmes aux yeux, glissa l'anneau à son doigt. Oui, Henri, non par nécessité, mais par amour naissant de la vérité. Leurs lèvres se rencontrèrent en un baiser doux, un sceau d'amour véritable, sans passion fiévreuse, mais chargé d'une promesse durable. Le ruban de soie de pierre, posé sur la table comme un adieu paisible, symbolisait la clôture, le passé honoré, non enterré. Le nouveau équilibre s'installa avec grâce. Émilie supervisait les comptes des filatures, sa voix claire guidant les ouvriers lors des visites. Henri, à ses côtés, ouvrait les portes des salons sans crainte de scandale. Lucie, inscrite à l'école naissante, apprenait aux côtés d'autres enfants, son rire emplissant les jardins du manoir. L'abbé, récompensé par une donation généreuse, prêchait désormais sur la justice des humbles. Bertrand devint intendant de l'école, son loyalisme couronné. Même Claire, la fille de Henri, arriva d'un voyage parisien serrant Émilie dans ses bras. « Père a retrouvé la lumière grâce à vous. » La communauté lyonnaise, repositionnée, saluait le couple lors des thés dominicaux. Plus de murmures, mais des félicitations pour leur union exemplaire. Une image finale gravait ce legs dans les mémoires. Au crépuscule, sur la terrasse du manoir surplombant le Rhône scintillant, Henri et Émilie se tenaient enlacés, Lucie entre eux, regardant l'horizon où les lumières de Lyon s'allumaient comme des étoiles. L'école, en contrebas, diffusait déjà ses premiers échos de leçons. Les vignes du Beaujolais, restituées à une gestion honnête, promettaient une récolte abondante. Leur transformation rayonnait. Elle, leader compatissante des veuves, lui, magnate humanisé par l'amour. Le baiser qu'ils échangèrent, sous un ciel parsemé d'étoiles, ouvrait un futur serein, où l'amour avait triomphé des tempêtes. Pourtant, un pli discret, arrivé ce matin d'un notaire marseillais, reposait sur le bureau. Monsieur Duval implore une grâce, une visite peut-être. Un ganchot suave pour l'avenir, où le pardon testerait encore leurs âmes. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette assemblée fatidique à Saint-Jean, et Lyon avait mué sous le voile de la belle époque finissante. Les quais du Rhône, autrefois témoins de fuites désespérées dans la neige, bruissaient désormais d'une vitalité nouvelle. Les filatures chantaient leur métier à tisser, et les boulevards s'illuminaient de réverbères à gaz plus nombreux, préfigurant les lueurs électriques à venir. Le manoir de Henri Beaumont, perché sur la colline de Fourvière, se dressait toujours fier, ses tourelles gothiques enveloppées d'un jardin fleuri où les roses grimpaient en treilles folles. Mais l'intérieur avait changé. Les salons feutrés, autrefois hantés par la solitude du veuf, résonnaient de rires d'enfants et de conversations animées, un havre où le passé s'effaçait au profit d'un présent radieux. Émilie Beaumont, autrefois Laurent, foulait les allées gravillonnées d'un pas assuré à 40 ans, son chignon châtain maintenant strié de fils d'argent, signe d'années fructueuses. Sa robe de soie gris-perle, cintrée avec élégance par un corset discret, balayait l'herbe tendre, et un médaillon simple, celui d'Héloïse, hérité d'Henri, pendait à son cou, symbole d'union tissée au fil du temps. L'amour avait résisté, non comme une flamme ardente des premiers jours, mais comme un feu de cheminée constant, nourri par les épreuves partagées. Leur mariage, célébré 2 ans après la victoire sur Armand, avait été un rituel intime à l'église Saint-Jean, sous le regard bienveillant de l'abbé, avec Lucie portant les alliances sur un coussin de velours. Pas de grand bal, mais une promesse d'égalité. Émilie n'était plus protégée, mais partenaire, gérant les comptes des filatures avec une main de maître, transformant les dettes en prospérité. Henri, à 60 ans, marchait à ses côtés, sa barbe grisonnante taillée en pointe impeccable, sa redingote noire soulignant une silhouette encore vigoureuse malgré les ans. Ses yeux bleus, jadis voilés de deuil, pétillaient d'une joie paternelle. Il avait payé le prix de ses décisions passées. Les rumeurs persistantes avaient coûté des contrats mineurs aux filatures, et Claire, sa fille aînée, avait tardé à l'accepter, murmurant lors de sa première visite que cette veuve venue de la tempête menaçait l'héritage. Mais le temps avait guéri,
Claire, désormais mère de 2 garçons, visitait souvent, ses enfants courant dans les jardins avec ceux d'Émilie et Henri. Oui, des enfants. 2 fils étaient nés de leur union, des jumeaux nommés Pierre et Étienne, âgés de 8 ans, aux boucles blondes rappelant Lucie enfant. Ils grandissaient dans l'ombre bienveillante du manoir, apprenant la comptabilité auprès de leur mère et les secrets des soieries auprès de leur père, loin des intrigues familiales qui avaient autrefois empoisonné l'air lyonnais. Lucie, à 14 ans, avait fleuri en une jeune fille vive et curieuse, ses boucles blondes cascadant sur une robe de mousseline bleue, typique des demoiselles de la bourgeoisie montante. Elle étudiait à l'école fondée par ses parents, cet établissement pour veuves et orphelines, niché dans l'ancien atelier de la Croix-Rousse, qui comptait désormais une centaine d'élèves. Là, des femmes comme Émilie jadis apprenaient non seulement à coudre et compter, mais à revendiquer leur place dans une société où les hiérarchies sociales s'adoucissaient lentement. Lucie, avec son ruban de soie fanée toujours noué à son poignet comme un talisman, aidait déjà les plus jeunes, enseignant les lettres avec une patience héritée de Marthe, la gouvernante fidèle qui, retraitée, vivait au manoir en intendante honorifique. « Maman, regarde comme elle progresse. C'est ton legs qui brille, » disait-elle souvent, ses yeux immenses emplis d'une fierté émue. Les changements familiaux et sociaux s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie lyonnaise. L'école avait transformé le quartier ouvrier. Les veuves, autrefois reléguées à la misère des quais, devenaient comptables ou modistes respectées, leurs enfants évitant les orphelinats sordides. Henri, en mécène éclairé, avait étendu ses dons à des bourses pour les ouvriers des filatures, apaisant les tensions nées de la commune encore fraîches dans les mémoires. La communauté, qui avait hué Armand 10 ans plus tôt, le considérait maintenant comme un paria. Des rumeurs persistantes le disaient ruiné à Marseille, vivant d'expédients dans un quartier portuaire, son ambition brisée par l'opprobre. Il avait payé le prix fort, non en prison, mais en exil amer. Ses vignes du Beaujolais vendues à des honnêtes vignerons, son nom effacé des salons. Un pli occasionnel arrivait encore au manoir, implorant une grâce financière, mais Émilie et Henri les ignoraient, préférant la justice silencieuse du temps à la vengeance. Ce matin d'été, alors que le soleil dorait les toits de Lyon, la famille se réunit dans le grand salon pour un rituel dominical. Le thé servi par Bertrand, toujours impeccable malgré ses cheveux blancs, sur une nappe de lin brodé main. Pierre et Étienne, turbulents, couraient autour de la table, imitant les métiers à tisser avec des cuillères d'argent. « Papa, raconte encore la tempête. Comment maman a vaincu le méchant oncle ?» suppliait-il, riant. Henri, un sourire aux lèvres, posait une main sur celle d'Émilie. « C'était il y a si longtemps. Mais votre mère était une lionne, comme vous le serez. » Lucie, versant le thé avec grâce, ajoutait « Et l'école. C'est là que tout a commencé, pour nous tous. » L'abbé, invité régulier, hochait la tête depuis son fauteuil. « Dieu a béni cette maison. Vos épreuves ont porté fruit. Les humbles s'élèvent. » Émilie observait la scène, une nostalgie douce l'envahissant. 10 ans plus tôt, elle serrait Lucie dans la neige, fuyant des ombres impitoyables. Aujourd'hui, le manoir bruissait de vie. Claire et sa famille arrivaient pour le déjeuner, apportant des nouvelles de Paris, où les expositions universelles promettaient un monde en mutation. L'amour avait tenu, renforcé par les naissances, les joies partagées lors des promenades au parc de la Tête d'Or et les silences complices près du feu. Henri, son compagnon, avait guéri de son deuil, elle de sa peur. Même Armand, dans son exil, avait payé. Un cousin rapportait qu'il vivait seul, rongé par l'amertume, refusant l'aide des siens repentis. Au crépuscule, alors que la famille s'éparpillait dans les jardins, Émilie et Henri s'assirent sur un banc de pierre, surplombant la ville. Le Rhône scintillait, porteuse de souvenirs. « Regarde-nous, Henri, de la fuite à cela. L'amour endure, comme Pierre l'avait dit. » Il l'embrassa doucement, un geste chargé d'années. Lucie s'approcha portant un bouquet de roses. « Pour vous, les héros de notre histoire.
Les jumeaux rirent au loin, et l'abbé bénit la scène de loin. Dans ce tableau familial, le passé s'effaçait en une émotion profonde, nostalgique. Une vie reconstruite, un legs vivant, où la neige d'hier fondait en soleil éternel. Lyon, témoin indifférent, continuait son cours, mais pour eux, le triomphe était accompli, gravé dans les cœurs et les murs du manoir. Les ombres du soir s'allongeaient sur les jardins du manoir, où les roses tardives exhalaient un parfum doux, amer, rappelant les joies et les peines entrelacées de la vie. Émilie, assise sur le banc de pierre avec Henri, sentait le poids des 10 années passées comme un manteau léger, tissé de victoires et de cicatrices invisibles. Le Rhône, en contrebas, murmurait son chant éternel, emportant les échos de cette nuit enneigée qui avait tout changé. Lucie, désormais une jeune femme épanouie, s'approchait avec ses frères, les jumeaux Pierre et Étienne, leur rire fusant comme des étincelles dans l'air tiède de ce printemps éternel. « Maman, raconte-nous encore comment tu as tenu tête à l'oncle Armand, » supplia Pierre. Ses yeux vifs, hérités de son père, fixés sur elle avec admiration. Émilie sourit, posant une main sur celle d'Henri, dont les doigts calleux, marqués par les ans aux filatures, serraient les siens avec une tendresse inébranlable. « Ce n'était pas seulement moi, mes enfants, c'était la force de la vérité, celle qui refuse de plier face au mensonge. Armand, avec son ambition vorace, nous a appris que la cupidité ronge l'âme plus sûrement que la pauvreté. Il a payé cher, exilé dans l'ombre de Marseille. Seul avec ses regrets, il incarne la leçon que nul ne peut voler l'honneur sans se détruire soi-même. » Sa voix, claire et mesurée, portait l'autorité d'une femme qui avait traversé l'abîme. Henri hocha la tête, sa barbe grisonnante frémissant légèrement. « Et nous avons bâti sur ces ruines. L'école pour les veuves n'est pas qu'un legs. C'est une promesse que la résilience triomphe toujours. Vos mères, vos tantes, toutes celles qui ont fui la misère comme Émilie l'a fait, trouvent là un chemin vers la lumière. » Les enfants s'assirent en cercle, Lucie versant du thé dans des tasses de porcelaine fine, un rituel familial qui scellait chaque soir leurs liens. Étienne, le plus curieux, demanda « Et l'amour, papa? Comment il a survécu à tout ça ?» Henri rit doucement, un son grave et chaleureux qui emplissait le jardin. « L'amour vrai n'est pas une flamme éphémère, mon fils. C'est un feu couvant, nourri par la confiance et le pardon. Émilie et moi, nous nous sommes choisis non dans l'euphorie, mais dans l'épreuve. Elle m'a rappelé que la perte, comme celle d'Héloïse, n'efface pas le cœur. Elle l'ouvre à de nouvelles joies. » Émilie ajouta, les yeux brillants. « Et vous, mes trésors, êtes la preuve que de la neige la plus froide naît le printemps le plus fertile. Aimez avec courage, défendez la justice et n'ayez jamais peur de votre voix. La société change, lentement, mais des femmes comme nous pavent la voie. » Le soleil se couchait, peignant le ciel en teintes orangées, et la famille resta unie, partageant des histoires qui mêlaient rires et silences émouvants. Claire arriva alors avec ses enfants en visite, renforçant le cercle. « Père, Émilie, vous avez transformé ce manoir en un foyer vivant. Lyon vous doit gratitude. » L'abbé, passant par là pour une bénédiction vespérale, leva les mains. Que Dieu bénisse cette union, fruit de la persévérance. Dans ce moment de paix profonde, Émilie sentit une émotion nostalgique l'envahir, un mélange de gratitude et de fierté pour ce qu'ils avaient forgé ensemble. Si cette histoire de résilience et d'amour vous a touché au cœur, comme elle l'a fait pour tant d'autres, prenez un instant pour réfléchir à vos propres batailles. Quelles leçons en tirez-vous? La force d'une mère, la loyauté d'un allié ou le pouvoir de la vérité face à l'injustice? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus ému, et pour prouver que vous avez suivi jusqu'au bout, écrivez le mot « résilience » quelque part dans votre message. Cela m'aidera à savoir qui a voyagé avec Émilie et Henri jusqu'à cette fin triomphante, et à partager plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de liker si l'aventure vous a captivé, et abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle narration de la belle époque, pleine de drames et de victoires. Des cartes en fin de vidéo vous mènent vers d'autres contes lyonnais ou parisiens. Cliquez et plongez dans un autre monde. Merci d'avoir été là.
Votre engagement fait vivre ces récits. À bientôt pour de nouvelles émotions.